c'est le crédit documentaire. Donc, crédit documentaire. Donc, par rapport à ce mécanisme, cet instrument, donc le crédit documentaire, donc c'est un instrument de paiement à l'international. Donc c'est un instrument non cambiaire, contrairement à la lettre de change et au chèque. Donc nous allons tout simplement mettre l'accent sur les éléments les plus importants de la partie crédit documentaire parce que vous aurez l'occasion de voir cet instrument, de voir les 6 avec le professeur Faye, le cadre dans une matière qui s'appelle le droit bancaire. Donc vous aurez soi-disant les mécanismes en détail avec le professeur Faye, donc on est 6. Donc on va mettre l'accent sur le mécanisme en général, en prenant un petit exemple, donc le mécanisme, donc le crédit documentaire. Donc, on a dit que généralement dans le crédit documentaire, ça intéresse donc la partie internationale. Donc c'est généralement un contrat entre un vendeur et un acheteur au niveau international. Donc nous avons 2 parties au contrat. Nous avons un vendeur, ou peut-être ce qu'on appelle aussi dans le jargon international, donc un importateur. Donc l'importateur et l'autre partie, donc c'est l'exportateur. Donc nous avons un contrat de vente international, un contrat de vente classique au niveau international entre un importateur qui est l'équivalent de l'acheteur et l'exportateur l'équivalent de vendeur. Donc, c'est-à-dire que c'est une vente internationale, ça rentre dans ce qu'on appelle donc, les ventes internationales de marchandises. Donc, l'objectif, bien sûr, donc la prestation de l'exportateur, c'est le transfert de propriété de la marchandise. Donc, il doit livrer la marchandise. Donc, transfert de propriété donc, de marchandises, par exemple. Donc, la prestation de l'exportateur, de l'importateur, bien sûr, c'est le paiement de prix de la marchandise. Ce qui complique la situation et l'opération de vente internationale, c'est la distance. Donc, il y a un facteur risque, c'est la distance, donc, qui sépare l'exportateur de l'importateur. Donc, cette distance, elle entraîne automatiquement un problème d'insécurité juridique en ce qui concerne l'exécution des droits et des obligations de chacune des 2 parties au contrat. Donc, nous avons d'une part un importateur, donc l'objectif de l'importateur, c'est quoi? C'est de recevoir la marchandise, et l'objectif de l'exportateur, c'est d'être payé. Mais bien sûr, donc, il n'y a pas la partie confiance entre l'exportateur et l'importateur, donc d'où l'intérêt justement de penser à la sécurisation de cette opération, donc par justement des mécanismes donc, qui assurent le paiement et la livraison, donc les 2 en parallèle. Parce que si on s'intéresse uniquement à la partie paiement, l'élément ou l'instrument le plus important, le plus efficace en matière internationale reste le virement. Et si ça pose problème par rapport au paiement, donc il faut penser au virement. C'est-à-dire le moyen le plus sécurisé, donc qui ne pose pas de difficultés sur le plan pratique en matière internationale, donc c'est le virement. Mais si on pense à la fois à la partie paiement, mais aussi la livraison des marchandises, c'est-à-dire on doit garantir aux 2 parties contractantes donc l'exécution de chacune des parties au contrat de ses engagements en vertu de ce contrat de vente internationale. Donc il faut penser à un instrument plus efficace. C'est la raison pour laquelle on a pensé à un crédit documentaire. Donc le crédit documentaire, justement, l'importateur, donc il a besoin, c'est lui qui doit normalement payer. Donc la technique, c'est simple. Donc on va s'adresser à des établissements bancaires. Donc une banque et de l'autre côté une banque. C'est-à-dire au lieu de mettre en rapport direct l'exportateur et l'importateur, chacune des parties va désigner sa propre banque et le rapport, ça sera donc entre banques. C'est-à-dire pour sécuriser l'opération, que ce soit au niveau du paiement ou au niveau
de livraison, on va s'adresser à un autre banque. Donc la banque de l'importateur, on l'appelle une banque émettrice. Et la banque de l'exportateur, on l'appelle une banque notificatrice. Donc la banque émettrice et la banque notificatrice. Donc normalement, ce transfert de propriété de la marchandise, donc le soi-disant l'exportateur et l'importateur, donc l'exportateur ou l'importateur normalement qui doit recevoir la marchandise. Donc attendez, transfert de propriété, c'est l'inverse. C'est l'exportateur de l'autre côté, c'est la banque émettrice. Et la banque notificatrice, c'est l'inverse. Donc, en tant qu'importateur, donc l'importateur, la personne qui doit payer normalement le prix de la marchandise, c'est l'importateur. Donc l'importateur n'a pas d'argent. Donc, ça va parce que ça prête à confusion. Donc, la banque notificatrice et la banque émettrice. Donc, je crois que c'est la première version. Donc, banque émettrice et banque notificatrice. Donc, voilà. Voilà toute cette procédure. Donc, nous avons dit que normalement, le transporteur, donc il a besoin, entre parenthèses, l'importateur a besoin de recevoir la marchandise et l'importateur doit payer le prix de marchandise. Mais entre parenthèses, le prix de marchandise, normalement, supposons que l'importateur n'a pas d'argent, donc il n'a pas les moyens pour financer l'opération d'achat. Donc il va s'adresser à sa banque pour obtenir un crédit. Donc l'opération de vente, elle est financée par la banque émettrice. Donc la banque émettrice. Donc l'importateur va s'adresser à sa propre banque pour obtenir un crédit qui va lui permettre donc, de financer l'opération d'achat. Donc la banque elle aura besoin automatiquement des garanties. Les garanties normalement ce sont les marchandises. On va déclencher les marchandises au bracelet du terme, le document qui porte sur les marchandises, d'où l'appellation crédit documentaire. Donc elle se base essentiellement sur les documents. Quel type de document? Donc l'exportateur, il va s'adresser à sa propre banque pour, entre parenthèses, il doit lui livrer ce qu'on appelle un certain nombre de documents. Des documents justement, après le transfert de la marchandise, on obtient un certain nombre de documents. Le premier document, donc la première opération, comment on va procéder, donc l'exportateur il doit choisir un transporteur pour le transport de la marchandise. Par exemple, on se trouve à un exportateur qui se trouve par exemple en France et l'importateur est au Maroc. Donc, vu qu'il s'agit d'une opération de vente internationale, donc on aura besoin d'un moyen de transport donc international. Donc il y a beaucoup de modes de transport. Il y a le transport aérien, transport maritime, transport ferroviaire, transport fluvial, c'est aussi possible, et le transport terrestre. Donc voilà. Donc il y a beaucoup de modes de transport. On va choisir, soit on choisit un seul mode de transport, soit on peut choisir plusieurs modes de transport. C'est-à-dire on commence par un avion,
Une fois arrivé au Maroc, donc par exemple à Tanger, et la marchandise doit être livrée par exemple à Agadir, donc on aura besoin d'un transport aérien, de la fluvial, ou là peut-être donc ferroviaire. Donc automatiquement, donc les documents, une fois que le transporteur s'adresse ou l'exportateur s'adresse à un transporteur, il doit normalement lui livrer la marchandise contre des documents, contre ce qu'on appelle un titre de propriété. Donc c'est-à-dire que j'ai transféré, c'est en quelque sorte comme un récépissé donc, de livraison, c'est-à-dire que j'ai reçu la marchandise, il faut donner en quelque sorte un titre de propriété. Avec le titre, entre parenthèses, ça dépend de mode de transport choisi. Donc si on a opté par exemple pour un mode de transport maritime, on appelle le titre de propriété un connaissement. C'est un connaissement. Si on est donc dans un mode de transport, par exemple, terrestre, donc on appelle le titre, la lettre, donc de voiture internationale. Si par contre on est dans la logique de transport aérien, donc à les principaux modes de transport, on parle de, je crois, de la lettre du transport international. Donc lettre de transport international. Donc là, de quoi il s'agit? Tout simplement, c'est un titre. Donc on va vous donner en contrepartie de la marchandise que vous avez remis au transporteur. Donc lorsqu'on remet la marchandise, on reçoit en contrepartie, en quelque sorte, comme un récépissé. Donc avec le récépissé, donc, ça dépend du type de transport choisi. Donc il y a, entre parenthèses, des applications qui ne sont pas les mêmes. Le contrat de transport maritime, on parle de connaissement. Donc le connaissement. Le transport terrestre, c'est la lettre de voiture internationale. Et l'aérien, c'est la lettre de transport aérien. Donc la différence entre les différents types de titres de propriété, le premier, le connaissement, c'est un titre négociable. Comme la lettre de change. C'est-à-dire, si vous êtes propriétaire de la marchandise, vous avez livré la marchandise par exemple, un transporteur maritime, par exemple un bateau, vous allez recevoir en contrepartie un connaissement, c'est l'équivalent du titre de propriété. Un connaissement, vous pouvez le vendre à quelqu'un d'autre. Vous pouvez le transférer par exemple par endossement. Donc, comme dans le cadre des lettres de change. Donc, on parle d'un titre négociable. Par rapport aux autres modes, c'est pas la même chose. Donc la lettre de voiture internationale et la lettre de transport international, ils ne sont pas négociables. Donc c'est-à-dire que ça ne présente pas une grande garantie pour la personne qui en est propriétaire. Donc ce sont des titres non négociables. Donc la première des choses, donc, je reçois un titre de propriété ou peut-être un récépissé qui varie en fonction du mode de transport choisi. C'est le titre de propriété. En plus des documents, je reçois par exemple des documents par rapport à l'assurance. Donc les assurances que je paye, parce qu'il faut le savoir, donc en matière internationale, on est obligé de passer par les compagnies d'assurance. Donc il y a des assurances qui sont normalement spéciales pour certaines opérations. Et en la matière internationale, on est obligé de souscrire une police d'assurance. Et la personne qui souscrit une police d'assurance, elle reçoit en contrepartie des documents qu'on appelle dans la pratique une police, par exemple, une police d'assurance. Donc il y a des documents qui sont liés à la marchandise, on appelle une assurance, donc une police d'assurance, ou là, si vous voulez, donc il y a beaucoup d'assurances, et surtout donc, des assurances qui sont obligatoires. Il y en a contre le vol, contre la perte, contre par exemple le naufrage, contre l'avarie. Il y a beaucoup de risques normalement que comporte l'acheminement de la marchandise, le lieu de l'importateur vers l'exportateur vers l'importateur. Donc il y a des documents qui intéressent l'assurance. Il y a d'autres documents qui peuvent intéresser, par exemple,
Donc nous avons une marchandise. لا إله إلا الله كيف على فريق الفات داش مليار مصدوم على فريق donc il y a des documents entre parenthèses beaucoup de documents sur le plan de principe concernant l'assurance, concernant les titres de propriété. Il y a d'autres documents, par exemple lorsqu'on entre parenthèses, on délivre la marchandise de bateau, donc il y a deux opérations techniques qu'on appelle un chargement de la marchandise et après le déchargement. Je paye des frais pour charger la marchandise et après la décharge. Donc il y a des sociétés qui sont spécialisées dans la partie chargement et d'autres sociétés qui sont spécialisées dans le chargement. Et on paye et on reçoit des documents. Donc bref, beaucoup de documents, donc chargement et déchargement par exemple. Bref, beaucoup de documents qui intéressent là les marchandises. Donc avec les documents, une fois que le soi-disant l'exportateur livre la marchandise au transporteur, la rentrée via le port, et des documents aussi douaniers, c'est-à-dire je paye parce que le passage, soit le port, soit le soi-disant donc maritime, donc le bateau, là, etc. Donc on doit payer des frais douaniers, donc les droits de douane. Les droits de douane contre, bien sûr, donc la réception des documents. Donc, une fois que je paye les droits douaniers, donc je reçois des documents en contrepartie. Tous ces documents seront transférés de l'exportateur vers la banque qu'on appelle la banque notificatrice. Une fois que la banque notificatrice reçoit les documents, ils sont en la propriété de la banque notificatrice, il va notifier donc la banque émettrice. Donc quoi, elle est propriétaire des documents qui portent sur la marchandise. Donc d'où la soi-disant. Le rôle de la banque est appelée banque notificatrice, c'est-à-dire que le rôle principal c'est la notification. C'est une fois que je reçois les documents qui constituent donc la garantie et le crédit qui sera octroyé par la banque émettrice à l'importateur. Donc une fois que la banque notificatrice reçoit les documents, elle va aviser la banque émettrice, puisqu'il y a la partie de confiance entre les deux banques, entre les systèmes bancaires. Une fois que la banque reçoit la notification, bien sûr, elle va informer son client, l'importateur, et il doit en plus libérer donc, le crédit. Donc là, l'importateur qui joue le rôle de ce qu'on appelle un donneur d'ordre, une fois qu'il reçoit la notification, il donne un ordre à sa banque émettrice de transférer les fonds à la banque notificatrice. Et bien sûr, la banque notificatrice, donc, il va transférer les sommes d'argent à son client. Bien sûr, la banque émettrice, donc, il ne va pas accepter son garantie. La garantie, comme on a dit, c'est les documents. Une fois qu'il a été avisé par la banque notificatrice donc, contre la réception des documents, donc la banque émettrice va jouer le rôle principal dans l'opération, c'est l'octroi de crédit, mais il ne peut pas octroyer un crédit sans garantie. Une fois qu'il reçoit les documents, c'est-à-dire qu'il est sûr que la marchandise va être livrée. Donc il est propriétaire en quelque sorte donc, des marchandises, puisqu'il a tous les documents. Donc, parce que la personne qui n'a pas les documents qui portent sur la marchandise, surtout fait une opération de commerce international, donc automatiquement vous n'êtes pas propriétaire. Si vous n'avez pas les documents, automatiquement vous n'êtes pas le propriétaire. Donc d'où l'intérêt. Donc une fois qu'il a reçu donc, la notification, il avise son client. Ce client il joue un rôle de donneur d'ordre. Il donne un ordre à la banque émettrice de transférer les fonds à la banque notificatrice. Et on est, bien sûr, donc les soi-disant, le rôle de la banque émettrice, c'est quoi? C'est de vérifier les documents. Est-ce qu'ils sont conformes par rapport à la quantité, la qualité, par exemple? Parce que le titre de propriété de connaissement, il comporte une description détaillée de la marchandise. Objet, la marchandise, la qualité, l'origine de propriété, le nombre d'unités, combien d'unités, etc. Donc tout
on le trouve en détail dans la partie titre de propriété. Donc c'est la raison pour laquelle la banque émettrice, avant d'accepter, elle est tenue de faire des vérifications par rapport à cette opération. Donc elle vérifie la conformité des documents par rapport au contrat. Parce qu'à la base, il y a un contrat de vente. Mais la banque, qu'est-ce qu'il fait? Il a un contrat de vente, il a aussi des documents qui sont liés à la marchandise. Donc le rôle de la banque émettrice, c'est quoi? C'est de vérifier donc, la conformité de tous les documents par rapport au contrat de vente international. Une fois après avoir vérifié justement donc, la conformité de tous ces documents par rapport au contrat, donc il avise son client qui va donner un ordre pour le transfert des fonds. Donc, transfert des fonds. Bien sûr, la banque émettrice ne va pas accepter de jouer ce rôle sans, tout d'abord, les garanties, en plus des commissions. Donc, il doit aussi recevoir donc, des commissions. Parce que ce n'est pas un service gratuit, c'est payant. Donc, oubliant la partie crédit qui sera octroyée par la banque, elle va jouer un rôle d'intermédiaire, donc c'est la raison pour laquelle elle doit être payée. C'est la même chose par rapport à la banque notificatrice. Donc elle joue aussi un rôle d'intermédiaire, donc ils doivent être payés. Donc ce sont des services bancaires qui sont payants, donc on doit payer des commissions. Donc on dit la partie, le cadre général de ce qu'on appelle le crédit documentaire. Ce crédit documentaire, il y a deux types. Donc de crédit documentaire par rapport à l'engagement de la banque émettrice. Donc il y a un crédit documentaire révocable et crédit documentaire irrévocable. Donc le crédit documentaire révocable et le crédit documentaire irrévocable. C'est-à-dire révocable, c'est-à-dire que la banque elle a donné un accord de principe d'octroyer des sommes d'argent pour le financement de l'opération. Mais tant que l'engagement est révocable, la banque elle peut revenir sur sa décision. Donc elle peut, entre parenthèses, ne pas décider tout simplement de ne pas financer l'opération, parce que le crédit elle est révocable. Si par contre, donc l'engagement est irrévocable, la banque émettrice n'a pas le droit donc de se rétracter, c'est-à-dire elle ne peut pas revenir sur sa décision. Donc elle doit octroyer le crédit. Donc bien sûr, par rapport aux commissions, celui qui coûte cher, c'est le crédit documentaire et irrévocable. Ce sont des services pour lesquels les frais ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire pour garantir, pour avoir plus de sécurité, être en sécurité par rapport à cette opération, il faut opter pour un crédit documentaire et irrévocable. Parce que si on opte pour la première formule, il y a une possibilité de se rétracter. Donc la banque n'est pas obligée de respecter son engagement, donc elle peut revenir sur sa décision et ne pas octroyer le crédit. Donc ces deux services, entre parenthèses, ils ne sont pas les mêmes concernant la partie financement. Les commissions ne sont pas les mêmes commissions. Donc ça coûte cher, donc le crédit documentaire irrévocable coûte plus cher que le crédit documentaire révocable. Donc attends la partie banque émettrice. Donc si ça ne marche pas, donc en tant qu'importateur, j'ai comme responsable, le premier responsable c'est la banque émettrice. Donc si la banque n'a pas fait son travail comme il faut, par rapport à la conformité des marchandises, conformité de contrat, les documents, etc. Donc s'il ne fait pas son travail, je peux l'attaquer en justice pour avoir des dommages et intérêts. Si je ne reçois pas, par exemple, la marchandise, ou si, par exemple, je reçois des marchandises qui ne sont pas conformes, vu, par exemple, que la banque n'a pas fait son travail en matière de contrôle, de conformité de tous les documents qu'elle reçoit, donc elle est responsable. Surtout dans la formule de crédit documentaire et révocable. Concernant la banque notificatrice, son rôle c'est quoi? C'est la notification. Est-ce qu'il est engagé? Non. Ça dépend du type de crédit documentaire. L'engagement de la banque notificatrice, nous avons deux types d'engagement. Elle est soit confirmée, soit non confirmée. Donc je parle de la deuxième formule. Donc le crédit documentaire est révocable.
Donc le crédit documentaire est révocable et comporte deux variantes. Un crédit documentaire est révocable confirmé et la irrévocable non confirmé. Donc je ne parle pas de crédit révocable par rapport à la banque notificatrice. Donc la banque notificatrice, il y a deux types d'engagement. Si là, le crédit documentaire est révocable, était révocable et confirmé, donc automatiquement, j'ai comme responsable, le premier responsable c'est la banque émettrice, mais aussi la banque notificatrice. Donc s'il s'agit d'un crédit documentaire irrévocable et confirmé. S'il s'agit d'un crédit documentaire irrévocable non confirmé, le seul responsable c'est la banque émettrice. Donc l'avantage justement en matière internationale pour avoir plus de sécurité, donc il faut opter pour un crédit documentaire irrévocable confirmé. Nous avons deux engagements qui sont autonomes, l'engagement de la banque émettrice et l'engagement de la banque notificatrice. Donc ils sont en quelque sorte les deux responsables, mais d'une manière autonome. Je peux attaquer les deux. Donc soit la banque émettrice, soit la banque non notificatrice. Donc là, la technique de crédit documentaire est révocable confirmé. Donc à confirmer ou non confirmé, ça intéresse la banque notificatrice. Révocable ou irrévocable, ça intéresse la banque émettrice. Mais pas pour le confirmer ou non confirmé, c'est concerne uniquement le crédit documentaire irrévocable. Et ça ne m'intéresse pas donc le crédit documentaire révocable. Donc on ne peut pas dire par exemple un crédit documentaire révocable confirmé. Donc c'est impossible. Donc crédit documentaire est révocable, confirmé ou non confirmé. Donc voilà grosso modo le mécanisme donc, général donc, de crédit documentaire. Donc vous êtes tenu justement de voir le principe essentiel. Donc il ne faut pas rentrer dans les détails surtout du crédit documentaire. Comme je l'ai déjà dit au départ, vous aurez une matière à part, c'est le droit bancaire, et vous aurez l'occasion de rentrer dans les détails des détails. Mais la partie générale, c'est le mécanisme, les différents types de crédit documentaire révocable, crédit documentaire irrévocable, c'est ce que vous devrez normalement avoir donc fin de semestre, donc c'est-à-dire la partie que vous devrez maîtriser. Le crédit documentaire, parmi les caractéristiques principales, la caractéristique principale du crédit documentaire, elle est insaisissable. Il est insaisissable. Donc, c'est-à-dire, normalement, une opération normale, un contrat par exemple entre un vendeur et un acheteur, par exemple, qui se trouve au Maroc. Vendeur-acheteur. Supposons que l'acheteur reçoit une marchandise qui n'est pas conforme. Donc, bien sûr, qu'est-ce qu'il doit faire? La première des choses, c'est reçoit une marchandise qui n'est pas conforme. Oui, aviser, d'accord. Il va refuser. Dommage et intérêt, mais avant les dommages et intérêts, il faut penser à quoi? Arrêter, c'est-à-dire il faut résilier le contrat. Donc on pense à la résiliation de contrat. Donc automatiquement, si je résilie le contrat avec la somme d'argent qui doit être transférée à l'acheteur ou au vendeur, je peux envoyer un message à la banque pour bloquer le transfert d'argent. S'il s'agit d'un virement, je peux le. Et donc, rappelez-vous, donc le virement il est aussi révocable, de la haie révocable. Une fois que le compte client a été crédité, donc il devient irrévocable. Tant qu'il n'a pas été crédité, donc il est toujours irrévocable. C'est-à-dire, entre parenthèses, je reçois une marchandise et on prévoit un délai pour le paiement. Donc, si je reçois des marchandises qui ne sont pas conformes, je peux bloquer le transfert d'argent. Donc, c'est-à-dire que je peux saisir le compte bancaire. En matière internationale, c'est que la matière interne, c'est possible. Donc, le crédit, il est saisissable. On peut le saisir, c'est-à-dire qu'on peut envoyer un message ou interdire à notre banque de transférer les sommes d'argent. C'est possible. La matière internationale, c'est impossible. Surtout dans le crédit documentaire. Donc, c'est impossible. C'est-à-dire, si par exemple, l'importateur, qui est le donneur d'ordre, reçoit des marchandises qui ne sont pas conformes, peut-être qu'il reçoit des documents qui ne sont pas conformes, il ne peut pas bloquer le transfert des fonds, le transfert d'argent. Pourquoi? Parce que le crédit documentaire, elle est
incise, en tout cas lucide. Donc c'est une caractéristique principale en matière de crédit documentaire. C'est-à-dire, si vous avez un problème de non-conformité de marchandises, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut payer tout d'abord, et vous allez à la possibilité de l'attaquer en justice par la suite, ou demander le dommage et intérêt pour laisser les contrats, c'est notre problème. Mais l'essentiel, lorsque nous avons un crédit documentaire, il doit être payé. Donc c'est ça la garantie des opérations de commerce international. Une opération de commerce international qui est une affaire devant le tribunal de commerce de Agadir à l'époque. Nous avons un petit problème par rapport à soi-disant une opération de vente internationale auquel l'instrument de garantie, c'est le crédit documentaire. Un Marocain qui reçoit des marchandises, donc des machines, donc d'un importateur ou d'un exportateur qui se trouve en Allemagne, il a reçu donc des marchandises, il les a contrôlées par la suite, et il s'est avéré que ces marchandises n'étaient pas conformes. Donc là, automatiquement, donc, il a envoyé donc, une mise en demeure à sa banque pour bloquer le transfert des sommes d'argent. Donc la banque, justement, le juge marocain, c'est le président du tribunal de commerce de Agadir, la décision qui a été prise, donc il a effectivement bloqué le transfert. Le transfert d'argent. Pourquoi il a bloqué le transfert? Pour la simple raison qu'un juge marocain, dans cette affaire, il n'a pas pris en considération les dispositions internationales. C'est-à-dire, entre parenthèses, le juge était à côté de la plaque par rapport à la législation internationale. Il ne connaissait pas donc, les règles internationales. C'est la raison pour laquelle il a appliqué les règles internes à un litige international. Donc il a décidé donc, la saisie de compte, la saisie des sommes d'argent, c'est-à-dire qu'il a bloqué le transfert des sommes d'argent tout en sachant qu'il n'a pas le droit, vu qu'il a la caractéristique principale du crédit documentaire, c'est un instrument qui est insaisissable. Donc le cadre juridique qui réglemente l'activité de crédit documentaire, il n'y a pas de loi. Donc le droit marocain n'est pas réglementé par la réglementation marocaine. Il n'y a pas un texte au niveau international qui réglemente les crédits documentaires, ce sont des pratiques. Ce sont des usages du commerce international. Donc il y a des tentatives de régulation par certains organismes comme la Chambre de commerce international, etc. Mais en général, le mécanisme il reste toujours dans son réglementation spéciale. Donc là, le commerce international, on se base beaucoup plus sur la partie usage. Le commerce international, ce qui nous intéresse le plus, ce sont les usages du commerce international. Rappelez-vous donc les sources de droit. La matière internationale, la source la plus importante, ce n'est pas les lois, ce sont les usages et les conventions internationales. Donc là, la partie crédit documentaire, c'était un usage du commerce, une pratique du commerce international qu'on a appliqué en matière. Donc il est insaisissable. S'il n'y a pas de conformité de marchandises, il faut saisir la banque émettrice car il n'a pas bien vérifié. Oui, je peux attaquer en justice pour demander la responsabilité pour obtenir le dommage et intérêt. On peut attaquer soit la banque, soit. Ça dépend du type de crédit documentaire choisi. Confirmé, non confirmé, révocable, irrévocable, etc. Donc voilà, grosso modo, en ce qui concerne la partie crédit documentaire. Donc il faut juste connaître le mécanisme et les différents types de crédit. Donc c'est largement suffisant. Par rapport aux détails, il n'y a pas beaucoup de détails au façon du terme, donc c'est vrai. Au façon du terme, c'est l'essentiel de l'essentiel, mais aussi avec quelques petits détails, parce qu'on a déjà mis le point sur les éléments les plus importants du crédit documentaire. Il n'y a pas d'autres détails au façon du terme. Ce sont des détails qui correspondent beaucoup plus à la partie qu'est-ce qu'on entend par lettre de transport international, qu'est-ce qu'on entend par connaissement, etc. Donc, à deux mois les détails. Mais en vrai, son du terme, c'est ça l'essentiel de la matière, donc le thème, le critique documentaire. Donc voilà, en ce qui concerne la matière des instruments de paiement. Donc, comme d'habitude, vous aurez fait l'examen final un cas pratique sur 12 points et des questions directes. On a une question directe sur 8 points. Donc, là, c'est le même système. Un cas pratique en respectant la méthodologie, donc il ne faut pas oublier qu'il y a une méthodologie qu'il faut normalement respecter. La question directe, il ne faut pas répondre d'une manière directe non plus. Si vous avez le temps, il faut détailler. Le seul conseil peut-être la partie question directe, parce qu'il y a une grande partie des étudiants qui répondent d'une manière directe, c'est-à-dire deux ou trois lignes pour répondre à une question directe, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire si vous avez le temps,
pour faire des développements, n'hésitez pas. Donc il faut vraiment demi-page, une page au moins, la partie question de. Pourquoi? Sur le plan, on doit pas Pourquoi? C'est une recommandation. Pourquoi? Oui, je sais que c'est 1h30, voilà qu'il faut faire attention. Si le cas pratique, sur 12 points, est-ce que vous aurez automatiquement 12 points? Alors c'est très difficile d'avoir les 12 points, c'est-à-dire qu'il faut investir beaucoup plus sur la partie question directe, et en parallèle, la partie, c'est-à-dire si vous voulez diviser le travail ou l'examen, alors 1h30, 1 heure le cas pratique, et 30 minutes, ou 15 minutes, si vous maîtrisez votre cours, alors vous n'aurez pas de difficulté. C'est suffisant de répondre à une question une page, même 2000 pages. Je vous ai qu'en troisième année, ça vous pose problème. Donc, ça m'étonne. Notre réponse à 3, 4 pages, 5 pages, donc sans. Les examens, les concours de barreau, etc., vous avez 3 heures et vous pouvez aller jusqu'à, par exemple, 12 pages, 15 pages, 2 heures ou 3 heures. Donc, il faut s'habituer à. Vous êtes en troisième année. Donc, ça dépend tout simplement de la maîtrise. Si vous maîtrisez la maîtrise du cours, vous aurez la face. Donc, c'est très facile de répondre et de rentrer dans les détails des détails. Mais bref, c'est la question directe. Ça permet en quelque sorte d'équilibrer avec le rapport entre cas pratique et question directe. Donc, ça aide. Donc, entre parenthèses, il faut maîtriser donc, la partie cours. Je crois, si vous maîtrisez donc, la question, si vous avez la bonne réponse, alors automatiquement, 5 à 10 minutes, c'est largement suffisant pour rédiger ça ne demande pas un travail donc, de réflexion. C'est-à-dire que vous avez déjà pris à la soi-disant, vous l'avez maîtrisé donc, la partie cours, voilà, 10 minutes, 15 minutes grand max, vous aurez une demi-page ou une page. C'est un conseil que je vous donne, il faut le prendre en considération parce qu'effectivement, les années précédentes, il y a beaucoup de gens qui disaient voilà, j'ai très bien répondu à la question directe et j'ai pas eu la note. J'ai eu 3 ou la 2. Donc, comment ça. Donc c'est inexplicable? Non, c'est explicable. Pourquoi? Parce que 8 points, donc il faut détailler. Donc, c'est la seule recommandation à vous donner dans ce sens. Donc, le cas pratique, vous aurez un cas pratique, là c'est classique, avec une méthodologie de réponse, mais vu la contrainte du temps, vous n'êtes pas obligé de respecter à la lettre donc, toutes les étapes par rapport à un cas pratique, une introduction bien détaillée, etc. C'est pas la peine. Donc, il faut dire l'essentiel de l'essentiel et rentrer directement dans la partie réponse. La seule chose qu'il faut respecter dans notre leçon, c'est la partie répartition de travail en deux points. C'est indispensable, la partie méthodologie, 2 points essentiels. L'introduction, ce n'est pas la peine de rentrer dans les détails, résumer le cas, etc. Avec la démarche telle qu'elle est, donc vous n'êtes pas obligé de le faire, vu que vous n'avez pas suffisamment de temps pour répondre à ce type, donc pour traiter le sujet de cette façon. Donc c'est la raison pour laquelle il faut mettre l'accent sur l'essentiel de l'essentiel, mais le plus important, un plan et une problématique. Les plans binaires, 2 parties et une problématique. Avec la partie cas pratique. La question directe, si vous avez le temps d'opter pour d'appliquer la technique de la dissertation, c'est un plus. C'est-à-dire si vous aurez la capacité justement, pour les gens qui maîtrisent donc, leur cours, ils peuvent répondre en respectant donc, la méthodologie de la dissertation générique, c'est-à-dire un plan divisé en 2 parties, etc. Si vous avez la possibilité de le faire, donc vous aurez les 8 points qu'il vous faut. Mais si vous n'avez pas le temps de le faire, donc il faut répondre d'une manière détaillée. Donc il ne faut pas. On ne peut pas dire voilà, donc à titre d'exemple, crédit documentaire, voilà, le crédit documentaire est révocable et irrévocable, ça s'arrête, on peut les tirer. Il faut éviter de les tirer, il faut donner des détails. Voilà, peut-être en donnant des exemples, etc. Donc vous avez 15 minutes, je crois, c'est largement suffisant pour avoir la réponse bien détaillée et bien faite. À condition, bien sûr, donc, de maîtriser donc, la partie. Donc je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette matière? Pas de questions? Un peu de silence, s'il vous plaît. Oui. Alors,
C'est la première fois fin des années qui ont passé, qu'on est arrivé au crédit documentaire avec tous les détails. C'est-à-dire que les années précédentes, on n'avait pas suffisamment de temps. Donc, mais même si on n'avait pas de temps, donc là, normalement, tous les éléments sont pris en considération. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Donc il faut résumer, donc il faut essayer de résumer, donc je crois que ça... Et vous aurez le temps, et l'essentiel, donc déjà on a décidé d'arrêter les cours à ce niveau pour vous donner plus de temps justement par rapport à la préparation. Donc c'est pas la peine de perdre du temps à faire d'autres séances supplémentaires vu que déjà donc, il y a la contrainte du temps, vous n'avez pas suffisamment de temps pour préparer cette matière. Donc voilà, analyse la partie donc instrument de paiement et de crédit. Je ne sais pas, vous avez un cours avec le professeur Shakir le samedi prochain, donc à 11h45 ou à 10h? Non, 10h45. Donc 10h45. Parce qu'il paraît que le professeur, donc il est parti à l'étranger, donc il ne peut pas assurer le cours. Donc je crois j'aurai un cours avec vous donc, le samedi, donc à la place du professeur Shakir, qui portera sur la société anonyme. Donc la société anonyme, faites donc les recherches par de sens pour accélérer la procédure. Donc le samedi prochain.